La Facture, émission 601. Aujourd'hui, des maisons qui s'enfoncent, les propriétaires accusent leur municipalité. À bout de souffle, elle veut remettre les clés de sa maison à la banque. Aussi, dans certains commerces, pas d'échange, pas de remboursement. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Lorsqu'on développe un nouveau quartier résidentiel, il arrive qu'à certains endroits, le sol ne soit pas assez stable pour soutenir le poids des maisons. Quelques années plus tard, quand ces maisons craquent de partout, les propriétaires se posent tous la même question. Est-ce qu'on aurait pu prévenir ce genre de problème? Aujourd'hui, dans la municipalité de Saint-Zotique, des citoyens pensent que oui. On est comme en avant d'un mur, on peut pas la réparer, personne ne veut l'acheter. La Ville aurait vraisemblablement dû, si elle connaissait l'état des lieux, demander une expertise d'ingénieur. Moi, je pense pas que la municipalité est coupable. Alexandre Baudouin et sa conjointe Florence en veulent à celui qui a construit leur maison, Construction Arsenault et Frères. Leur résidence n'a même pas 10 ans et pourtant, elle craque de partout. Mais ils en veulent aussi à la ville de Saint-Zotique qui a émis le permis de construction. C'est pas quelque chose qui est inconnu que Saint-Zotique, ou du moins la région, est sur de l'argile. Donc il devrait y avoir un phénomène de précaution pour dire, attention, c'est potentiellement un problème de construire sur cet endroit-là. Le couple a dû payer 63 000 $ uniquement pour solidifier les fondations de sa maison. Si on laisse la maison dans cet état-là, il y a un danger que ça s'aggrave et puis que ça nous coûte encore plus cher. Ils ont pieuté. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont en train de poser des espèces de hues au-dessus qui vont permettre le levage de la maison. Sa maison s'est enfoncée de 2 pouces. Ces pieux la remettront à niveau. Au sous-sol, la chambre des enfants s'est transformée en chantier. Toutes les affaires qu'il y avait, on a été obligé de les tasser, soit en storage, soit dans une autre pièce, soit de les répartir à l'intérieur de la maison. Ils ne sont pas les seuls à réclamer plus de vigilance de la part de la municipalité. Car tout le monde n'a pas les moyens, comme Alexandre Baudouin, de pieuter sa maison. C'est le cas de Kim Lantaigne, une autre résidente du quartier. Donc, quand ça ne sera plus possible de vivre dedans, on va la remettre à notre institution financière. On avait mis à peu près, je dirais, entre 20 et 25 000 $ de mise de fonds, tout l'argent qu'on a ramassé depuis qu'on est jeune, moi et mon conjoint. Je m'excuse. Fait que finalement, on se retrouve avec rien au bout du compte. Parce qu'une maison, on ne pourra jamais en avoir une autre, tu sais, Sa voisine a bien essayé de vendre sa maison. Même réduite à 189 000 $, personne n'en veut. J'ai une tante qui m'a dit « Je vais te donner 5 000 $. Ma mère m'a dit « Je vais te donner 5 000 $. J'ai beau ramasser tout ça ensemble, c'est pas assez. Puis même à ça, j'aimerais de l'argent à tout le monde. Je vais passer ma vie à payer. Tout ce que j'ai mis de côté, c'est pas suffisant. Tout ce que j'ai investi, j'ai tout perdu. Tout autour d'eux, de nombreux propriétaires ont observé de spectaculaires fissures, comme si le sol s'était affaissé. Disons que la chose qui m'a frappée en premier, c'est ma porte de patio qui s'est mise à plus fermer égale. En fait, quand je la ferme, en bas, c'est fermé, mais en haut, ça reste toujours ouvert. Officiellement, une douzaine de maisons à Saint-Zotique, construites par d'autres entrepreneurs, sont dans la même situation. Mais ce nombre augmente constamment. Les propriétaires de 28 maisons fissurées se sont regroupés pour mieux se défendre. Moi, je veux que la ville vienne me voir et me dire, regarde, on va faire de quoi pour toi? On va faire quelque chose. Zéro de la ville. Est-ce que ce gâchis aurait pu être évité? Sur le permis de la ville, il est indiqué que le constructeur doit s'assurer que la capacité portante du sol est suffisante pour accueillir la construction. Mais la Ville n'exige pas du constructeur qu'il lui en fournisse la preuve. Nous, on n'a pas à faire. Nous, on le fait pas. Vous ne l'exigez pas? On l'exige pas des contracteurs. Le nouveau maire, Yvon Chiasson, reconnaît du bout des lèvres la responsabilité de la Ville. Si vous aviez mis une condition au permis obligeant les constructeurs à vous présenter une étude sur la capacité portante du sol, oui. Est-ce que ces problèmes-là auraient existé, selon vous?
Probablement pas. Probablement pas. Je nie pas ça. Je nie pas quand tu exiges des choses, mais nous... Elle n'est pas là, votre responsabilité? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je pense que c'est d'en faire plus qu'il faut. Puis c'est correct d'en faire plus de temps en temps. Il y a des choses comme là, c'est pour ça que notre conseil, on va s'asseoir et on va regarder. On en a parlé, on a pris la position qu'on va rester comme ça. La Ville s'en remet aveuglément au professionnalisme des constructeurs. Elle devrait pourtant se méfier. Alexandre Baudouin a insisté auprès de son constructeur pour qu'il lui fasse parvenir l'étude sur la capacité portante du sol de sa maison. Donne-moi, prouve-moi que tu as fait une analyse de sol. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous concluez aujourd'hui? Qu'il ne l'a pas faite. Pour répondre à nos questions, Robert Arsenault a délégué sa directrice générale, Lynn Gilbert. Au téléphone, elle nous a révélé pourquoi Construction Arsenault et Frères ne fait pas d'analyse de sol. Monsieur, savez-vous comment ça coûte une capacité portante? C'est 5 000 que ça coûte, faire une capacité portante. OK? Des maisons qu'on vend des 120 000 faudrait le rajouter le 5 000 et les premiers acheteurs là, sont comme à la gorge. Oui, c'est 5 000, d'accord. On va peut-être reporter le coût de dessus. Par rapport aux 70 000 que ça me coûte, j'aurais préféré que ça soit fait. C'est pas une raison. C'est pas une raison, Palab. Écoutez... Pierre Brissette développe son 4e projet domiciliaire à Saint-Zotique. Avant même d'acheter le terrain, il a fait faire une analyse de sol. Une personne qui s'en vient creuser un trou, qui met une propriété de 200 000 dans un trou, puis tu me dis, je vais couper la base, je n'irai pas voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. L'entrepreneur Arsenault s'est basé uniquement sur les observations faites par son excavateur. Quand je vous dis, s'il y a un problème, il va nous le signaler, puis nous autres, on va régler le problème. C'est à l'œil que ça se fait? À l'œil, ça se fait, oui. Ce n'est pas une bonne méthode. Le professeur Vincenzo Silvestri est le spécialiste des sols à l'École polytechnique de Montréal. À l'œil, tout ce que vous pouvez voir, c'est en surface. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous. Et souvent, les problèmes proviennent de ce qui se trouve sous la surface que vous avez excavé. Ça n'a pas de sens. C'était rempli de flotte. On n'est pas supposé de construire là-dessus, à moins de s'assurer que ça peut être construit. Le minimum, ça serait de s'assurer que ça va tenir une maison. On le fait même pas. Avant que la construction ne débute, il devrait exiger un document, un rapport qui prouve que le sol qui est là est apte à recevoir les charges. Oui, si on l'aurait exigé plus, ces gens-là n'auraient peut-être pas eu de trou. Selon une étude, la maison d'Alexandre Baudouin repose sur un sol médiocre avec une faible capacité portante. Construire une maison de cette façon-là, est-ce que c'était une bonne idée sur ce sol-là? Avec les sols mous qu'il y a en dessous, c'est pas une bonne chose. Plus l'épaisseur des remblais est importante, plus la qualité de l'argile est mauvaise, pire va être le problème. Ce qui va survenir, c'est que sous le poids du remblai, le sol, l'argile molle qui est ici, va tasser. Elle va bouger vers le bas. Ce tassement va provoquer des fissures au point où l'on verra dans certains cas le garage se détacher de la maison. Et s'ils avaient pieuté dès le départ? Il n'y aurait pas eu de problème. L'administration municipale connaît pourtant bien les faiblesses du sol de Saint-Zotique. De la mairie, nous avons une vue directe sur l'agrandissement de la bibliothèque municipale qui, par précaution, est pieuté. Oui, c'est pieuté à grandeur. Pourquoi c'est pieuté? Pourquoi? Parce que nous, on le sait. Comme les gens le savent tout. Pourquoi j'ai pieuté? Parce que je veux m'assurer que ma bibliothèque soit bonne, qu'on n'ait pas de troubles avec à long terme. La Ville aurait vraisemblablement dû, si elle connaissait l'état des lieux, demander une expertise d'ingénieur. Marc-André Lechasseur est expert en droit municipal. Lorsqu'on sait qu'il y a une problématique particulière au niveau des sols, par exemple, la Ville doit interdire le développement à ce moment-là ou doit, sur production notamment des études, imposer des mesures de construction adaptées. Bon. Devait-elle exiger du constructeur qu'il produise une étude sur la capacité portante du sol? Mon impression, c'est que la réponse est oui. On n'a personne pour l'analyser ici. Ça prend un ingénieur pour l'analyser. Et pourquoi vous n'en embauchez pas? Bien, c'est embaucher, c'est encore des frais. Pourquoi qu'on engagerait quelqu'un pour surveiller la job de quelqu'un encore? La Ville, sans avoir à embaucher des professionnels dans chacune des circonstances, doit déployer les moyens requis pour s'assurer que ce qu'elle sait sert et est utile à une tierce partie. Selon lui, les propriétaires de maisons lézardées pourraient invoquer la loi sur la sécurité civile
pour poursuivre la municipalité. Nous sommes originaires de Suisse. On n'a qu'une envie, finalement, dire, OK, on répare notre maison, on la vend, puis on rentre chez nous, parce que ça ne nous incite pas à venir ici, à rester ici. C'était pas ça qu'on avait planifié dans notre vie, on s'entend, là. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on va donner nos clés où on a emprunté pour notre maison. Parce que je suis pas capable de réparer ma maison, il faut que je la donne. C'est triste comme ça, là, tu sais. Pour ces propriétaires, la garantie des maisons neuves n'a été d'aucun secours, ou presque. Et le programme gouvernemental d'aide pour les maisons lézardées n'a pas été renouvelé. Vous l'avez vu, certains de ces propriétaires envisagent maintenant de remettre les clés de leur maison à la banque. Eh bien, là encore, ils peuvent avoir des surprises. C'est ce que vous verrez après la pause. La toiture qui s'est écartée, quand il pleut, c'est de l'infiltration d'eau qui va jusqu'en bas. Là. Puis les moisissures a proliféré. Il ne faut pas rester ici. Non, c'est inconcevable. Des maisons qui s'enfoncent dans le sol, on en a vu dans plusieurs municipalités. En 2011, nous vous avons raconté l'histoire des propriétaires du quartier des Constellations à Lévis. Eux aussi prétendent que la faiblesse du sol était un fait connu de la ville. 4 ans plus tard, nous sommes retournés les voir. Certains d'entre eux cherchent encore des solutions pour s'en sortir. Même remettre les clés de sa maison à la banque est compliqué. Alors, on vous suit? En 2011, on pouvait entrer chez Catherine L'Espérance à visage découvert. Aujourd'hui, il faut porter un masque. Vous pouvez me montrer un peu là, ce qui s'est passé depuis notre dernière visite? Ça, c'est la toiture qui s'est écartée, là, qui a fait un jour au niveau du toit. Puis quand il pleut, c'est de l'infiltration d'eau qui va jusqu'en bas. Là. Puis les moisissures a proliféré. Là. Dès qu'on rentre, on le sent là, au niveau respiratoire. Là, on étouffe. Il ne faut pas rester ici. Non, c'est inconcevable. Lors de notre passage en 2011, la famille de Catherine L'Espérance était déjà malade. Un an plus tard, enceinte d'un 6e enfant, la santé publique lui suggère fortement de ne pas retourner vivre dans la maison. Ils ont dû déménager. Inhabitée, la résidence est désormais considérée comme une perte totale. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu des grosses difficultés financières. On s'est endetté pour 100 000 là, facilement, puis les déménagements, puis tout ça. Fait qu'on s'est endetté, puis on n'arrivait plus à payer les comptes. Elle et son conjoint ont dû arrêter de payer leur hypothèque. Ils sont au bord de la faillite et ne sont toujours pas débarrassés de la maison. Nous, on a voulu remettre les clés à la banque, puis la banque, même la banque ne veut pas prendre la maison. Ils ne veulent pas être propriétaires d'une maison qui n'en vaut rien. De remettre tout simplement les clés, ça ne fonctionne pas tout à fait comme cela, parce qu'on peut s'imaginer, quand on a signé un contrat d'hypothèque, que la banque ne veuille pas simplement reprendre les clés. Pierre Fortin, syndic, a constaté que les règles se sont resserrées ces dernières années. Il y a environ 3-4 ans, les banques, en grande majorité, reprenaient la maison en paiement et donc ça effaçait la dette vis-à-vis le client. Mais ce n'est malheureusement plus le cas. Le créancier a des règles à suivre. Lui, il y a des actionnaires, puis la banque va dire, bien, si quelqu'un me doit de l'argent, je suis obligé de prendre des procédures judiciaires. Je peux pas juste dire, bien, toi, dans le fond, t'es fin, là, puis c'est pas de ta faute, je quittance ta dette. Catherine L'Espérance envisage maintenant la faillite comme une délivrance. On espère qu'avec la faillite, ça efface tout ça, puis qu'on puisse remettre les clés, puis est à vous, vous en faites ce que vous voulez, ou que la ville la prenne, qu'elle démolisse, qu'il fasse un parc. Je sais pas. Je peux pas vous dire légalement qu'est-ce qui va arriver. En fait, comme la maison est une perte totale, les créanciers ne se bousculeront pas pour la reprendre. Donc, en cas de faillite, elle pourrait rester responsable d'assurer l'immeuble tant qu'il ne sera pas vendu. S'il arrive un sinistre, quelqu'un se blesse sur la propriété, légalement, vous en êtes toujours le propriétaire ou le propriétaire et vous seriez la personne qui serait poursuivie. De l'autre côté de la rue, la maison de Jean-François Labbé a été piautée et réparée l'été dernier. Donc là, on a colmaté. C'est, dans les faits, la seule partie qui est encore visible des travaux qu'on a faits.
En 2011, il se demandait bien comment il allait s'en sortir. Depuis, il a pu bénéficier d'un programme d'aide spécifique au quartier des Constellations instauré par la ville de Lévis. 32 maisons ont ainsi été réparées. Ça a été exigeant sur le couple, la famille, personnellement aussi. C'est exigeant. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Le programme, on pense, c'est réglé, puis on n'en parle plus. C'est pas le cas. Mais l'aide de la ville ne règle pas tout. Aujourd'hui, vous considérez que votre maison a toujours la même valeur? On aimerait croire qu'elle a encore la même valeur, mais si je vous offre ma maison, est-ce que vous allez vouloir payer son plein prix, sachant qu'elle a été pieuté? Posez la question, s'y répondre. Quand on voit des reportages comme on a vu à la facture en 2011, bien, ça nous amène à penser qu'on est peut-être capable de faire quelque chose finalement. Et c'est ce qu'on a fait. Le maire de Lévis est fier du programme d'aide élaboré par la ville. Y a-t-il moyen d'aider les citoyens qui ont été pris aux prises avec cette problématique-là, sans qu'on engage la responsabilité de la ville et sans qu'en même temps, les citoyens perdent leur droit de recours? Parce que vous savez ce que c'est, des fois, on donne un coup de main financier et on dit aux gens, mais il faut que vous renonciez à votre recours collectif, il faut que vous laissiez tomber les poursuites, etc. Alors là, on était capable de le faire tout en protégeant ces recours-là de part et d'autre. Dès 2011, les citoyens du quartier ont intenté un recours collectif contre la ville de Lévis, qui, elle, a ensuite appelé en garantie ses assureurs, des promoteurs et des ingénieurs. Depuis le début, on pense que la ville est la responsable à la base, puisque c'est elle qui a émis permis, qui avait des études pour montrer que le quartier était potentiellement à risque, puis ils ont émis quand même les permis. Quelle est la responsabilité de la ville de Lévis? Elle n'a pas été reconnue. Et pendant ce temps, le règlement du recours collectif, lui, traîne en longueur. Quelle question vous poseriez au maire de Lévis? Pourquoi cette attente, puis pourquoi c'est si long? Ça fait 2 ans et quelques qu'on patiente. Il y a des étapes. On ne peut pas douter que nous, citoyens, on veut régler. Mais si ça traîne, là, pourquoi ça traîne? Voilà ma question. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau du recours collectif, à un moment donné, il vient un temps qu'il faut arrêter de tourner en rond. Ça, je suis d'accord avec vous. La ville de Lévis vient de lancer la 2e phase de son programme d'aide. Catherine L'Espérance, la propriétaire que vous avez vue dans ce reportage, ne se qualifie pas. Sa maison est trop abîmée. Mais elle vient d'apprendre que la banque a finalement accepté de reprendre les clés de sa maison. C'est un soulagement pour elle, mais c'est un drame aussi. Catherine L'Espérance et sa famille ont pratiquement tout perdu. Et la responsabilité de la ville dans tout ça? Eh bien, ce seront les tribunaux qui en jugeront. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Pour plusieurs d'entre nous, l'hiver, c'est la saison des randonnées à motoneige. Alors, vrai ou faux? Si vous vous blessez dans un accident sur un sentier de motoneige, vous serez indemnisé par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. La réponse après la pause. Vrai ou faux, si vous vous blessez dans un accident sur un sentier de motoneige, vous serez indemnisé par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Faux. Au Québec, contrairement à l'automobile, le coût d'immatriculation d'une motoneige n'inclut pas de contribution d'assurance. Alors, si vous faites de la motoneige sur des sentiers, n'oubliez pas de prendre une assurance pour préjudice corporel. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Dans le domaine de la consommation, certains mythes ont vraiment la vie dure. Dans certains commerces, vous pouvez retourner un article et vous faire rembourser des semaines après l'avoir acheté. Mais tous les magasins n'ont pas la même politique. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur les échanges et les remboursements. Ariane a le coup de foudre pour un canapé qu'elle voit dans la vitrine d'un grand magasin de meubles. Au coup de foudre succède un coup de tête. Elle entre dans le magasin, paye le canapé sur le champ sans poser de questions et hop, dans le camion direction sa maison. Arrivée à destination, rien ne va plus.
le fameux canapé est un tantinet trop long. Ariane se dit, pas de problème, le commerçant va me le rembourser ou au pire, me l'échanger. Sauf que, au service à la clientèle du commerçant, c'est la catastrophe. Non seulement on refuse de la rembourser, mais pas question non plus d'échanger son canapé. Le commerçant est-il dans son droit? Oui. Contrairement à ce que bien des gens croient, la loi n'oblige pas les commerçants à rembourser ou échanger un bien qui n'est pas défectueux. Certains ont des politiques d'échange et de remboursement, d'autres non. Le fin mot de l'histoire? Un commerçant qui a de bons prix, c'est bien, mais s'il a une politique d'échange et de remboursement, c'est mieux. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, n'hésitez pas à nous écrire en passant par notre site Internet. Je vous laisse avec un extrait de ce que vous verrez la semaine prochaine. Votre affiche porte atteinte à l'image et à la réputation de Desjardins. Je suis poursuivi pour 95 000 $ pour perte de revenus. Ça veut dire ferme ta gueule. Ils ont critiqué publiquement un commerçant. Tout ce que j'ai fait, c'est partager avec la communauté ce que j'ai vécu. On te poursuit parce que toi, t'as pas d'argent pour avoir un avocat, puis nous autres, on en a 50 avocats. La liberté d'expression est-elle hors de prix? Moi, je vous dirais que c'est peut-être la preuve que ça marche pas comme ça devrait marcher.